La porte du Lion ne fut jamais une porte, mais une désignation cartographique attribuée au point de translation Mandeville, le plus stable du système Caliban Secundus, là où les flottes de ravitaillement impériales émergèrent depuis 8 siècles, dans la lumière froide d'une géante bleue mourante. Ce que les cartographes nommaient porte devint tombeau lorsque la flotte ruche Léviathan franchit la limite du système réel en 995.M41, non par l'anomalie gravitationnelle répertoriée, mais par une déchirure que ces organismes éclaireurs avaient creusée dans l'espace pendant 17 années d'excrétion biochimique continue. Les stations d'écoute enregistrèrent d'abord le silence des vox-relais, puis la cessation des signaux astronomiques, enfin la disparition progressive de toute lumière stellaire absorbée par une masse organique dont l'expansion couvrit le spectre visible en 48 heures. Lorsque le premier chapitre des Dark Angels reçut l'appel de détresse du gouverneur planétaire, les spores tyrannides s'étaient déjà enracinés dans les fondations de 14 cités ruches. Ce qui suivit ne fut jamais appelé victoire. Les premiers signes ne furent pas biologiques, mais astronomiques, une aberration que les augures orbitaux de la station Vigilance Éternelle cataloguèrent comme défaillance instrumentale, avant que leurs opérateurs ne comprennent que les étoiles elles-mêmes disparaissaient derrière une opacité qui n'obéissait à aucune loi physique répertoriée. Les technoprêtres, affectés à la maintenance des sensoria, invoquèrent les litanies de recalibration pendant que les spectromètres enregistraient une absorption lumineuse totale sur un arc de 13 degrés, comme si l'univers lui-même se refermait. Ce que les instruments mesuraient n'était pas l'absence de lumière, mais sa digestion, chaque photon capturé par des membranes organiques déployées sur des milliers de kilomètres cubes, tissés par des organismes dont la fonction unique consistait à transformer le vide en matrice nutritive. Les rapports transmis au gouverneur Maldus XIII décrivaient une zone d'exclusion croissante où les lois de la translation warp devenaient aléatoires, où les champs gravitationnels s'inversaient selon des cycles incompatibles avec la masse stellaire locale. Lorsque la flotte ruche émergea enfin dans l'espace réel, elle ne fit pas irruption, mais se déversa. Une continuité organique qui s'écoulait depuis une blessure spatiale que les navigateurs refusèrent ultérieurement de décrire dans leurs témoignages scellés. La géante bleue du système, cataloguée HD 998472, commença à perdre sa luminosité mesurable 62 heures après la première détection, non par extinction naturelle, mais par enveloppement progressif d'une couche sporulaire qui convertissait le rayonnement stellaire en biomasse reproductrice. Les populations de Caliban Secundus observèrent ce qu'elles prirent pour une éclipse permanente, ignorant que l'obscurité descendante contenait déjà les spores qui pénétreraient leur système respiratoire dans les cycles à venir. Le gouverneur ordonna la fermeture des boucliers atmosphériques planétaires, mesure qui retarda la contamination de 83 minutes avant que les premiers organismes perforateurs ne percent les générateurs de champs par simple accumulation de masse suicidaire. Les techniciens constatèrent que chaque perforation cicatrisait immédiatement en substance chitineuse, transformant les défenses planétaires en membranes semi-perméables qui filtraient l'atmosphère selon des critères biologiques inconnus. Les cités ruches de Caliban Secundus avaient été édifiées selon les canons architecturaux martiens du 34e millénaire, structures dont les fondations descendaient jusqu'aux couches mantéliques pour ancrer des superstructures capables d'abriter 8 milliards d'âmes dans une verticalité qui défiait toute logique structurelle humaine. Cette conception, qui avait permis la survie de populations entières durant les tempêtes acides du grand cataclysme de 712.M38, devint le vecteur de leur annihilation lorsque les spores tyrannides s'infiltrèrent non par les voies atmosphériques supérieures, mais par les conduits géothermiques que les bâtisseurs originels avaient creusés pour alimenter les réacteurs plasma des niveaux industriels. Les premiers rapports de contamination provenaient de Hive Infernus, où les ouvriers des forges profondes signalèrent une transformation des canalisations d'eau de refroidissement en artères pulsatiles qui sécrétaient une substance ambrée dont l'analyse chimique révéla une composition protéique identique au liquide amniotique humain, enrichi en acide nucléique xénos. Les autorités sanitaires ordonnèrent l'évacuation des 72 niveaux inférieurs.
mesure qui déclencha une migration verticale de 14 millions de personnes vers des zones déjà saturées, créant une densité démographique que les organismes tyrannides exploitèrent avec une efficacité qui suggérait une compréhension préalable de l'organisation sociale impériale. La contamination progressait par strates, chaque niveau infecté devenant matrice pour la génération suivante selon une logique reproductrice qui convertissait simultanément architecture et population. Les murs d'adamantium des habitations collectives développèrent des excroissances cartilagineuses qui sécrétèrent des phéromones, provoquant chez les habitants une docilité cataleptique, état durant lequel les victimes s'allongeaient volontairement sur les sols, devenus membranes digestives. Les escouades de la garde planétaire, dépêchées pour contenir l'expansion, constatèrent que les lance-flammes Prométhium, standard, provoquaient une accélération métabolique des tissus infectés plutôt que leur destruction. Chaque application de feu générant une floraison de spores qui saturait les systèmes de filtration atmosphérique des niveaux adjacents. Le commandant Valtus, vétéran de 42 campagnes contre les incursions orques, transmit son dernier rapport depuis le niveau 63 de Hive Primus, décrivant une transformation de la réalité physique où les concepts de sol, mur et plafond perdaient leur signification face à une anatomie planétaire émergente qui respirait, digérait et croissait selon des rythmes incompatibles avec la conscience humaine. Les gouverneurs de ruches secondaires tentèrent d'établir des cordons sanitaires en scellant les voies de transit verticales, déployant les anciennes porte-bunkers conçues pour résister aux sièges orbitaux. Ces structures, forgées dans un alliage de céramite et de plastacier renforcé, résistèrent effectivement à la pression organique pendant 7 heures, avant que les organismes tyrannides ne développent des glandes acides capables de liquéfier le métal moléculaire en bouillie minérale que d'autres créatures ingéraient pour excréter des plaques de blindage biologique supérieures en densité aux protections impériales originelles. L'appel de détresse qui atteignit la Roque, forteresse monastère mobile des Dark Angels, ne contenait aucune supplication mais seulement des coordonnées spatiales et une séquence de codes d'authentification impériaux dont la validité remontait au premier jour de la Grande Croisade, invocation d'anciens pactes que nul gouverneur planétaire n'osait mobiliser sans certitude absolue de catastrophe terminale. Le maître de chapitre Azraël reçut la transmission dans la salle capitulaire du cercle intérieur, chambre où les décisions stratégiques se prenaient sous le regard des crânes enchâssés de tous les maîtres précédents, présence ossuaire qui transformait chaque délibération en continuation d'un jugement millénaire. Les augures du Librarius avaient déjà détecté la perturbation immatérium qui accompagnait l'émergence de Léviathan. Déchirure dans la trame psychique dont l'intensité suggérait non pas une invasion mais une digestion. L'incorporation d'un système stellaire entier dans une conscience de ruche dont l'appétit transcendait toute analogie biologique terrestre. La décision de déployer le premier chapitre au complet, mobilisation qui dégarnissait les obligations de défense dans 3 secteurs adjacents, fut prise dans un silence qui dura exactement le temps nécessaire pour que chaque membre du cercle intérieur consulte mentalement les précédents historiques où pareille concentration de force avait été jugée nécessaire, archives dont aucune ne documentait de victoire absolue mais seulement des endiguements temporaires et des sacrifices calculés. La translation émergence au point Mandeville de Caliban Secundus se produisit dans des conditions que les navigateurs qualifièrent ultérieurement de contaminées, le warp lui-même portant les traces d'une présence qui n'était ni démonique ni matérielle, mais constituait une 3e catégorie ontologique pour laquelle l'ecclésiarchie ne possédait aucune classification théologique satisfaisante. Les vaisseaux du chapitre émergèrent dans une zone spatiale où les lois de la balistique newtonienne demeuraient valides, mais où la lumière stellaire traversait des médiums organiques qui en altéraient la fréquence, transformant le spectre visible en gamme chromatique que l'œil humain non augmenté ne pouvait percevoir sans développer des migraines hémorragiques. Les Auspex enregistrèrent une masse biologique équivalente à celle de 14 lunes planétaires distribuées en formation qui n'obéissaient à aucune logique tactique identifiable, chaque organisme navire occupant une position qui ne devenait stratégique
que lorsqu'analysées comme composantes d'un réseau neuronal tridimensionnel dont les synapses s'activaient par échanges chimiques propagés à travers le vide. Le maître tacticien Balthazar, dont les algorithmes prédictifs avaient permis la victoire lors du siège de Piscina IV, admit dans son rapport confidentiel que les modèles de déploiement tyrannide ne répondaient pas à une doctrine militaire, mais à une croissance cellulaire dirigée, chaque vaisseau-organisme étant simultanément combattant, reproducteur et substrat nutritif pour les générations suivantes. Le déploiement orbital initial privilégia les frappes de décapitation contre les bionavires, identifiés comme nœuds synaptiques, doctrine éprouvée lors des campagnes contre les flottes russes mineures, Kraken et Behemoth. Les batteries lance-torpilles des croiseurs de bataille libérèrent des salves qui auraient dû saturer les défenses, point de tout cuirassé conventionnel, mais les organismes tyrannides absorbèrent les impacts par simple redistribution de masse, chaque explosion créant des cavités qui se refermaient en tissu cicatriciel plus dense que la carapace originelle. Les escadres de chasseurs Fury, lancés pour exploitation des brèches, constatèrent que l'espace autour des bionavires contenait une atmosphère ténue mais fonctionnelle, mélange gazeux que les créatures exhalaient continuellement et qui permettait la propagation de spores défensives capables d'encrasser les réacteurs à plasma en moins de 80 secondes d'exposition. 3 escadrons entiers disparurent dans cette brume organique avant que l'ordre de retrait tactique ne soit transmis, leurs balises de détresse émettant durant 6 heures des signaux de plus en plus distordus, suggérant que les pilotes demeuraient conscients durant leur assimilation progressive. La surface planétaire visible depuis l'orbite ne ressemblait déjà plus aux cartes impériales établies lors du dernier recensement décennal, la topographie urbaine des cités russes ayant cédé la place à des formations tubulaires qui percèrent l'atmosphère pour établir des connexions physiques directes avec les bionavires en stationnement géosynchrone. Les techmarines, chargées de l'analyse spectrographique des structures émergentes, identifièrent une composition moléculaire qui combinait silicates planétaires, polymères organiques tyrannides et traces métalliques correspondant aux alliages utilisés dans la construction des habitations impériales. Preuve que la flotte russe ne détruisait pas l'infrastructure existante, mais la métabolisait pour générer une architecture hybride, dont la fonction demeurait indéchiffrable selon les paradigmes tactiques conventionnels. Ces conduits atmosphériques pulsaient selon des rythmes qui synchronisaient exactement avec les cycles gravitationnels de la Lune principale, phénomène que le Librarium interpréta comme manifestation d'une conscience planétaire émergente capable d'exploiter les forces naturelles du système pour optimiser son métabolisme à échelle stellaire. Le maître Azrael ordonna le déploiement des modules d'atterrissage Thunderhawk vers les zones urbaines encore identifiables par imagerie thermique, stratégie visant à établir des têtes de pont fortifiées depuis lesquelles les compagnies de bataille pourraient mener des opérations de purge systématiques, doctrine éprouvée sur 47 mondes contaminés mais jamais appliquée contre une infestation ayant atteint ce stade de maturation symbiotique avec le substrat planétaire lui-même. La descente atmosphérique révéla l'étendue réelle de la transformation lorsque les pilotes constatèrent que les couloirs aériens traditionnels n'existaient plus, remplacés par des tunnels de vent créés par la respiration collective d'organismes tours qui expirèrent de l'oxygène enrichi en spores narcotiques, provoquant chez les équipages non hermétiquement scellés une euphorie suicidaire durant laquelle ils cherchaient à ouvrir les sas d'embarquement pour se jeter dans le vide. 3 appareils furent perdus ainsi avant que les apothicaires ne distribuent des contre-agents chimiques dont l'efficacité se limitait à retarder l'effet psychotrope sans l'annuler complètement. Les zones d'atterrissage, désignées selon les anciennes coordonnées des esplanades de débarquement, s'avérèrent recouvertes d'une biomasse spongieuse qui absorbait le poids des vaisseaux comme un fluide visqueux, forçant les pilotes à maintenir les réacteurs à poussée maximale pour éviter l'engloutissement complet, tandis que les rampes d'accès s'ouvraient sur un sol qui ondulait avec une régularité péristaltique, suggérant qu'il se posait non sur une surface, mais sur un organe digestif de dimension continentale. Les premières escouades tactiques à établir un périmètre défensif autour des sites d'atterrissage rapportèrent une absence totale d'hostilité immédiate, observation qui contredisait toute expérience préalable avec les essaims tyrannides
dont la doctrine standard privilégiait l'assaut de masse instantané contre toute intrusion armée. Cette passivité initiale dura exactement le temps nécessaire pour que les détecteurs Auspex cartographient les positions des Space Marines, après quoi la biomasse environnante se fendit pour libérer des organismes qui émergeaient déjà orientés vers leur cible, avec une précision qui éliminait toute phase de reconnaissance ou d'ajustement tactique. Les créatures n'attaquaient pas par vagues désordonnées, mais selon des séquences chorégraphiées où chaque type d'organisme remplissait une fonction complémentaire, les Hormagons créant une pression constante, obligeant les Astartes à maintenir un feu soutenu pendant que des formes rampantes contournaient les positions par des tunnels qui se creusaient en temps réel sous les lignes de défense. Architecture souterraine qui se refermait immédiatement après passage pour empêcher toute poursuite ou cartographie des voies d'infiltration. Le sergent Nathaniel de la 5e compagnie transmit depuis le périmètre nord de la zone d'atterrissage Alpha une observation qui fut ultérieurement classifiée par le cercle intérieur, notant que les créatures tyrannides ne manifestaient aucune réaction aux tirs Bolter standard, mais répondaient instantanément aux émissions Vox, comme si leurs organes sensoriels prioritaires détectaient les communications radio plutôt que les menaces balistiques directes, implication tactique qui suggérait que la flotte ruche avait développé une compréhension fonctionnelle des protocoles de commandement impériaux et ciblait préférentiellement les nœuds de coordination plutôt que les combattants individuels. La doctrine Ethereum existait dans les archives du chapitre comme procédure de dernier recours applicable aux infestations Xenos ayant dépassé le seuil de réversibilité biologique, protocole théorisé durant les campagnes de purge du secteur Orpheus où les stratèges impériaux avaient constaté que certaines contaminations ne pouvaient être éradiquées par application de forces conventionnelles, mais nécessitaient la manipulation des conditions environnementales fondamentales rendant la vie elle-même insoutenable. L'application à Caliban Secondus requérait l'identification des nœuds géothermiques alimentant les réacteurs plasma des cités ruches, installation enfouie à 40 km sous la croûte planétaire et conçue pour fonctionner pendant 10 millénaires sans maintenance humaine directe, testament à l'arrogance technologique de l'âge des luttes dont les réalisations demeuraient incompréhensibles, même pour les technoprêtres contemporains chargés de leur entretien rituel. La destruction contrôlée de ces générateurs provoquerait un effondrement en cascade des systèmes de maintien atmosphérique, non par explosion catastrophique, mais par extinction progressive des champs magnétiques artificiels qui retenaient l'enveloppe gazeuse planétaire contre les vents solaires de la géante bleue mourante, processus qui transformerait la surface en désert glacé exposé au vide en l'espace de 72 heures, durée calculée pour permettre l'évacuation des forces impériales, tout en garantissant l'impossibilité de survie pour toute biomasse tyrannide non dotée de capacité de vol orbital autonome. Les Tech Marines désignés pour cette mission descendirent dans les profondeurs par des puits d'accès que les ingénieurs originels avaient creusés en ligne droite à travers les strates géologiques, tunnels dont les parois portaient encore les marques de foreuses à fusion, dont la technologie avait été perdue durant le vieillage de la nuit, et que nul Adeptus Mechanicus ne pouvait reproduire, malgré 10 000 ans d'études des vestiges. La descente révéla que la contamination tyrannide avait pénétré ces niveaux interdits bien avant la détection de surface, les conduits verticaux étant tapissés d'une pellicule bioluminescente qui sécrétait une lueur verdâtre pulsant en synchronisation avec les battements de cœur des Space Marines, comme si la substance organique avait développé une sensibilité empathique aux rythmes physiologiques humains et cherchait à établir une harmonie qui précéderait l'assimilation. Les serviteurs de combat accompagnant les squads cessèrent de répondre aux commandes à mi-parcours, leurs implants cybernétiques demeurant fonctionnels, mais leurs composants biologiques résiduels entrant dans un état catatonique que les diagnostics médicaux ne parvenaient pas à distinguer d'une forme de béatitude neurologique. Phénomène que l'apothicaire Zadkiel attribua à une contamination phéromonale, ciblant spécifiquement les tissus cérébraux humains, modifiés par augmentation mécanique. Les chambres de réacteurs, lorsque les Tech Marines y accédèrent enfin après 9 heures de descente continue, s'étendaient
sur des superficies équivalentes à celles de cathédrales, dont les voûtes disparaissaient dans une obscurité que même les senseurs à spectre complet ne pouvaient percer. Espace où résonnait un bourdonnement subsonique produit par la rotation de turbines dimensionnées pour alimenter des populations qui n'avaient jamais existé en nombre suffisant pour justifier pareille surcapacité énergétique. Les générateurs eux-mêmes reposaient dans des cuves de confinement gravitationnel, où le plasma maintenu à des températures stellaires tournoyait en anneaux toroïdaux, dont la stabilité dépendait de champs magnétiques si intenses qu'ils induisaient des hallucinations visuelles chez les observateurs non protégés. Artefacts perceptuels où la réalité semblait se fragmenter en strates temporelles, superposées montrant simultanément le présent, des échos du passé architectural et des préfigurations d'états futurs de décomposition matérielle. Les protocoles de sabotage nécessitaient la désactivation séquentielle de 17 verrous de sécurité redondants, chacun requérant une authentification génétique que seuls les Tech Marines possédaient grâce aux modifications biologiques héritées de leurs primarques. Processus durant lequel ils constatèrent que les interfaces de commande répondaient avec une latence croissante, comme si les esprits machines gouvernant les réacteurs développaient une forme de résistance pas encore hostile, mais manifestement réticente à obéir aux ordres de destruction. La détonation finale ne produisit aucune explosion, mais un silence. Cessation absolue du bourdonnement millénaire qui avait imprégné les fondations planétaires depuis l'ère de colonisation. Vide acoustique si profond que plusieurs Astartes rapportèrent une désorientation vestibulaire comparable à celle éprouvée durant les translations warp défectueuses. La garde planétaire de Caliban. Secondus comptait dans ses registres 300 régiments levés sur 8 générations de conscription obligatoire, forces militaires dont l'entraînement privilégiait la guerre de position dans les environnements urbains denses selon des manuels tactiques hérités des campagnes de pacification menées contre les cartels miniers durant la rébellion de Harlock au 38e millénaire. Ces soldats avaient passé leur existence dans l'attente d'une invasion orque qui ne s'était jamais matérialisée. Préparation mentale, inadéquate face à un ennemi qui ne cherchait pas à conquérir des positions fortifiées, mais à dissoudre la distinction même entre territoire ami et hostile, en transformant le champ de bataille lui-même en extension de sa propre anatomie. Les premiers engagements documentés dans les archives régimentaires décrivirent non pas des combats, mais des disparitions, escouades entières, cessant de transmettre sans qu'aucun échange de tirs ne soit enregistré par les capteurs audio des Vox Relais. Effacement si complet que les officiers de commandement refusèrent initialement d'accepter les rapports comme authentiques et ordonnèrent des enquêtes pour désertion, avant que les équipes d'investigation ne découvrent les sites de déploiement transformés en membranes digestives encore tièdes où flottaient des fragments d'uniformes partiellement dissous et des plaques d'identité corrodées par des acides dont la composition moléculaire incluait des enzymes spécifiquement adaptées à la décomposition de la cellulose textile réglementaire impériale. Le général commandeur Valoris, vétéran dont les décorations remontaient aux escarmouches frontalières contre les pirates du golfe de Damoclès, tenta d'organiser une défense en profondeur selon les principes énoncés dans le Tactica Imperium, établissant des lignes de fortification concentriques autour des spatioports où s'accumulaient les réfugiés civils dans l'espoir d'une évacuation qui ne viendrait jamais faute de capacités de transport suffisantes pour déplacer des milliards d'âmes avant l'effondrement atmosphérique programmé. Les tranchées creusées par les bataillons du génie traversaient une biomasse qui cicatrisait plus rapidement que les excavateurs ne pouvaient progresser, obligeant les sapeurs à maintenir un feu continu de lance-flammes simplement pour préserver les corridors défensifs le temps que l'infanterie s'y déploie, tactique qui épuisa les réserves de prométhium en 48 heures et laissa les régiments armés uniquement de lasguns, dont les décharges énergétiques provoquaient chez certains organismes tyrannides des mutations accélérées plutôt que la mort. Créatures touchées, développant des plaques réfléchissantes qui renvoyaient les tirs vers leurs émetteurs avec une précision suggérant une compréhension instinctive des principes optiques gouvernant les armes à rayon dirigé. Les communications entre unités devinrent impossibles lorsque les organismes tyrannides commencèrent à émettre des signaux Vox imitant parfaitement les codes d'authentification impériaux,
transmission qui ordonnait des repositionnements tactiques, menant invariablement les régiments vers des zones de haute concentration ennemies où ils étaient en cercle et absorbés avant que la supercherie ne soit détectée. Le commissariat répondit en exécutant les officiers Vox pour trahison présumée jusqu'à ce qu'un technoprêtre démontre par analyse spectrographique que les fausses transmissions provenaient d'organismes ayant ingéré des opérateurs radio vivants et métabolisé leur corde vocale en organes de reproduction sonore, capables de dupliquer non seulement les mots, mais les inflexions, hésitations et tics verbaux individuels, avec une fidélité qui rendait l'authentification vocale totalement obsolète. Cette révélation provoqua l'effondrement du réseau de commandement unifié, chaque régiment se repliant sur des protocoles de silence radio total, qui éliminaient toute coordination stratégique et transformaient la défense planétaire en archipel d'îlots isolés, combattant selon des doctrines incompatibles sans connaissance des mouvements alliés. Le dernier message authentifié du général-commandeur Valoris fut reçu par le croiseur de bataille Invincible Raison en orbite basse, transmission visuelle, montrant un officier dont l'uniforme demeurait impeccable malgré les circonstances, debout dans ce qui semblait être un bunker de commandement standard, jusqu'à ce que l'angle de la caméra s'élargisse, révélant que les murs pulsaient avec une régularité organique et que le sol sous les bottes du général ondulait comme une surface liquide, figée dans un état semi-solide. Il récita le serment de fidélité à l'empereur avec une voix dépourvue d'émotion avant de décharger son pistolet Bolt dans sa tempe. Acte qui produisit non pas l'explosion crânienne attendue, mais une floraison instantanée de tentacules émergeant de la blessure pour saisir l'arme encore fumante. Preuve finale que la contamination avait progressé au-delà de tout seuil biologique et que ce qui portait l'uniforme impérial n'était déjà plus entièrement humain depuis une durée impossible à déterminer. Les créatures que le Codex Xenobiologicus répertoriait comme guerriers tyrannides manifestaient sur Caliban Secundus des variations morphologiques absentes des spécimens prélevés lors des campagnes antérieures contre les flottes-ruches mineures, adaptation qui ne pouvait résulter d'une évolution darwinienne conventionnelle, mais suggérait une manipulation génétique dirigée s'opérant en temps réel durant le conflit lui-même. Les apothicaires chargés de l'autopsie des cadavres xénos découvrirent des organes sans équivalent dans les taxonomies établies, structures nerveuses dont la complexité dépassait celle du cerveau humain malgré leur confinement dans des crânes de dimensions équivalentes, impliquant une densité neuronale rendue possible uniquement par l'utilisation de substrats organiques fonctionnant selon des principes quantiques plutôt qu'électrochimiques. Ces organismes conduites, ainsi que les désigna le Lexicanum Ézéchiel après consultation des archives interdites du Librarium, n'agissaient pas comme commandants militaires, distribuant des ordres, mais comme nœuds de traitement distribués d'une intelligence collective dont chaque synapse individuelle possédait une autonomie décisionnelle, tout en demeurant intégrée à un consensus émergent qui transcendait la somme de ses composantes. Forme de conscience pour laquelle la théologie impériale ne disposait d'aucun cadre conceptuel satisfaisant, puisqu'elle défiait la dichotomie fondamentale entre âme individuelle et possession démonique. La détection de ces créatures devenait priorité tactique absolue, car leur élimination provoquait un effondrement temporaire de la coordination tyrannide dans un rayon de plusieurs kilomètres, les organismes ordinaires sombrant dans une frénésie désordonnée durant laquelle ils s'entre-déchiraient ou demeuraient immobiles en attendant la reconnexion synaptique avec un nœud de remplacement. Les escouades d'assaut des Dark Angels développèrent des tactiques de chasse spécialisées visant à identifier ces cibles prioritaires par analyse des flux de mouvement dans les essaims, cherchant les zones de convergence où les hordes s'orientaient avec une cohérence suggérant la proximité d'un organisateur central. Le sergent Boréas de la 3e compagnie perfectionna une méthode consistant à permettre l'encerclement délibéré de son escouade pour forcer l'organisme conduite à s'approcher suffisamment pour établir un contrôle synaptique direct, moment où les détecteurs Auspex pouvaient trianguler sa position par mesure des émissions psychiques que ces créatures généraient lors de la transmission de directives complexes aux subordonnés biologiques. Signature énergétique comparable aux perturbations produites par les psycheurs humains non sanctionnés, mais dépourvus de toute souillure du warp et opérant apparemment selon des fréquences entièrement matérialistes.
L'élimination du premier organisme conduite documenté se produisit dans les ruines de ce qui avait été la bibliothèque planétaire de Hive Tertius, structure dont les voûtes contenaient encore des millions de volumes physiques que les administrateurs avaient refusé de numériser par superstition liturgique envers le savoir inscrit sur support organique. La créature se tenait au centre d'un amphithéâtre de lecture, entouré d'un anneau de guerriers tyrannides, disposé avec une symétrie qui évoquait moins une formation défensive qu'un mandala biologique, configuration spatiale qui devint claire lorsque les senseurs psychiques détectèrent que chaque organisme gardien servait d'amplificateur pour les émissions synaptiques du nœud central, créant un réseau de relais permettant la projection de directives à des distances normalement limitées par l'atténuation naturelle des signaux bioélectriques. Le frère Balthus élimina la cible par tir de précision Bolter à fragmentation qui décapita la créature en un seul impact, mort qui provoqua une cascade de défaillances systémiques dans l'anneau de gardien dont les carapaces se fendirent simultanément pour libérer une bouillie d'organes nécrosés, comme si la cessation de la fonction synaptique centrale déclenchait un effondrement métabolique programmé éliminant toute possibilité d'autopsie ou d'études post-mortem approfondies. Les engagements suivants révélèrent que chaque destruction d'organismes conduite entraînait l'émergence d'un remplaçant dans un délai ne dépassant jamais 40 minutes. Nouveaux nœuds émergeant non pas de réserves distantes, mais de la métamorphose accélérée de guerriers ordinaires qui subissaient une transformation visible à l'œil nu, leur crâne gonflant pour accommoder la croissance explosive de tissus nerveux, tandis que leur morphologie corporelle s'atrophiait pour redistribuer l'énergie métabolique vers les fonctions cognitives plutôt que martiales. Processus qui confirmait que la flotte ruche ne déployait pas une hiérarchie militaire fixe, mais générait dynamiquement les structures organisationnelles requises par les circonstances tactiques immédiates. Adaptabilité qui rendait obsolètes toutes les doctrines impériales fondées sur l'hypothèse d'une chaîne de commandement statique vulnérable à la décapitation. Le 3e escadron de Terminator des Dark Angels comptait parmi ses rangs des vétérans dont le service remontait aux dernières décennies de la Grande Croisade, guerriers ayant combattu aux côtés du primarque Lyon L. Johnson lui-même avant sa disparition dans les profondeurs de la roque. Mémoire vivante d'une ère où la certitude de la victoire impériale semblait inscrite dans la structure même de la réalité. Leur armure tactique Dreadnought avait été forgée sur Mars durant les années où les forges produisaient encore des équipements dont la qualité demeurait inégalée 10 millénaires plus tard. Plaques de céramite bénies par des rituels dont la signification théologique exacte s'était perdue, mais dont l'efficacité persistait sous forme de résistance inexplicable aux énergies du warp et aux contaminations biologiques. Le déploiement de cet escadron répondait à la détection d'une concentration massive de biomasse tyrannide convergeant vers le dernier réacteur géothermique encore opérationnel sous Hive Primus, installation dont la neutralisation achèverait le processus de déstabilisation atmosphérique, mais qui demeurait protégée par des systèmes de défense automatisés que même les techmarines ne pouvaient désactiver à distance, obligeant une intervention en profondeur à travers des kilomètres de tunnels, désormais transformés en intestins planétaires, pulsant au rythme de digestion titanesque. La descente s'effectua par téléportation tactique depuis l'orbite, technologie archéotech si capricieuse que son usage était réservé aux situations où le risque de matérialisation défectueuse dans la roche solide semblait préférable aux pertes certaines d'un déploiement conventionnel. Les Terminators émergèrent dans une caverne que les cartes géologiques identifiaient comme chambre de régulation thermique, mais qui s'était transformée en utérus biologique où pendèrent du plafond des sacs amniotiques translucides contenant des formes à demi développées, oscillant entre morphologie humaine et xénos. Hybridation dont l'existence même violait les lois biologiques fondamentales séparant les espèces compatibles génétiquement. Le sergent Astelan ordonna l'incinération immédiate par canon d'assaut sans prendre le temps d'investigation, décision qui se révéla providentielle lorsque les flammes provoquèrent non pas la mort des embryons, mais leur éclosion prématurée, créatures mal formées qui attaquèrent avec une férocité compensant leur fragilité structurelle, s'agrippant aux armures pour tenter de percer les joints avec des mandibules capables de ronger la céramite en dépit de leur taille juvénile.
La progression vers le réacteur nécessita l'abandon de toute tentative de maintenir une formation cohérente, les tunnels se rétrécissant jusqu'à forcer les Terminators à avancer en file indienne à travers des passages où les parois organiques se contractaient rythmiquement pour écraser les intrus. Pression mécanique suffisante pour déformer même l'adamantium renforcé des armures, tout en laissant intacts les tissus tyrannides qui tapissaient ces conduits, comme s'ils obéissaient à une logique matérielle différente, exemptant la biomasse native des contraintes physiques affectant les intrusions étrangères. Les senseurs Auspex cessèrent de fonctionner à mi-parcours, saturés par des émissions bioélectriques si intenses qu'elles induisaient des hallucinations directement dans les implants oculaires des Space Marines. Visions de batailles passées se superposant à la réalité présente, jusqu'à ce que plusieurs frères rapportent avoir vu leurs propres cadavres gisant dans des configurations futures, encore non advenues. Présage que le chapelain Saphon interpréta comme manifestation de la volonté impériale, les avertissant du sacrifice à venir. L'atteinte de la chambre du réacteur révéla que la flotte ruche n'avait pas cherché à détruire l'installation, mais à l'incorporer, les turbines continuant de tourner à l'intérieur d'une gangue de chitines qui canalisaient leur production énergétique vers des organes de stockage biologique capables de convertir l'électricité en composés chimiques hautement énergétiques que des créatures porteuses transportèrent vers la surface par des artères creusées dans la roche. Le sabotage requis impliquait la détonation manuelle de charges Melta au cœur même du confinement gravitationnel, procédure garantissant la vaporisation instantanée de quiconque resterait à proximité lors de l'activation. Aucune discussion ne précéda la décision, chaque Terminator connaissant la doctrine du sacrifice depuis son admission dans le Deathwing et ayant prêté serment de placer l'achèvement de la mission au-dessus de toute considération de survie personnelle. Le sergent Astelan activa les charges puis ordonna à l'escadron de maintenir le périmètre contre l'assaut final des organismes tyrannides, qui déferlaient depuis tous les tunnels convergents, vagues biologiques si denses qu'elles oblitéraient toute visibilité et transformaient le combat en exercice de tir aveugle dans une obscurité totale où seuls les impacts contre les armures indiquaient à la proximité de l'ennemi. La détonation fut enregistrée par les sismographes orbitaux comme une anomalie tectonique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 8.3, effondrement qui ensevelit non seulement le réacteur mais 14 niveaux de Hive Primus dans un affaissement crustal créant un cratère visible depuis l'espace. Puis, les modèles géophysiques calculés par les technoprêtres avaient prédit que la destruction du dernier générateur provoquerait un effondrement structurel limité aux fondations immédiates. Estimation fondée sur des simulations présupposant l'intégrité de la croûte planétaire selon ses paramètres géologiques originels. Ces calculs n'avaient pas anticipé que la biomasse tyrannide avait remplacé sur une profondeur de plusieurs kilomètres le manteau rocheux par des réseaux mycéliens dont la densité équivalait à celle de la pierre, mais dont la cohésion dépendait entièrement du maintien d'un flux énergétique constant fourni précisément par les réacteurs géothermiques désormais neutralisés. La cessation de cette alimentation déclencha une nécrose en cascade des structures souterraines, tissus qui se liquéfièrent en une boue organique dont le volume excédait celui de la roche qu'elle avait remplacée, créant des poches de pression qui explosèrent vers la surface en geysers de matière putride, projetant des fragments de carapaces chitineuses et des organes à demi digérés sur des hauteurs dépassant les structures urbaines encore debout. Hive Primus s'enfonça dans cette liquéfaction non par destruction violente, mais par subsidence progressive, ses tours titanesques basculant avec une lenteur majestueuse qui permit aux observateurs orbitaux de documenter chaque phase de l'effondrement, séquence durant laquelle les niveaux supérieurs demeurèrent intacts et habités jusqu'au moment où ils disparurent sous la surface d'un océan d'humus tyrannide bouillonnant. Les cités ruches adjacentes subirent des effondrements sympathiques lorsque les tunnels de connexion qui les reliaient à Hive Primus cédèrent, vidant leur population vers les gouffres nouvellement formés dans des avalanches humaines que nul barrage ne pouvait contenir. Millions de corps s'écoulant comme des fluides vers des profondeurs où les attendaient des organismes digestifs dimensionnés pour traiter la biomasse à échelle industrielle. Les enregistrements sismiques révélèrent que ces effondrements suivaient des schémas qui n'étaient pas aléatoires,
mais radio, convergeant vers un point central, situé sous l'ancien emplacement du palais gouvernemental, où les géomètres détectèrent une anomalie gravitationnelle, suggérant la présence d'une masse concentrée dépassant en densité celle du noyau planétaire lui-même, structure dont la nature demeurait indéterminée, mais qui générait des distorsions spatiales mesurables, affectant les trajectoires orbitales des satellites de surveillance. Le Lexicanum Ézéchiel proposa l'hypothèse que la flotte ruche avait commencé la construction d'un organe noyau destiné à remplacer le cœur métallique naturel de Caliban Secundus par une structure vivante capable de réguler la gravité planétaire selon des critères biologiques. Transformation qui aurait converti l'ensemble du monde en un seul organisme dont chaque strate géologique servirait une fonction métabolique intégrée. Les Dark Angels reçurent l'ordre de retrait lorsque les modèles atmosphériques confirmèrent que l'enveloppe gazeuse commençait sa dissipation programmée, vent stratosphérique s'accélérant au-delà des vitesses soutenables pour toute forme de vie terrestre, tandis que la température de surface chutait selon une courbe exponentielle vers le zéro absolu. L'évacuation s'effectua non par récupération systématique des forces déployées, mais par téléportation sélective des escouades encore capables de maintenir leurs balises actives, abandon de facto de toute unité ayant perdu ses équipements de communication ou s'étant enfoncé trop profondément dans les zones où les interférences bioélectriques rendaient impossible la localisation précise. Le chapelain Asmodai mena les prières pour les perdus depuis la chapelle de la Roque, tandis que les derniers Thunderhawks remontaient vers l'orbite chargée de réfugiés civils, triés selon des critères que le cercle intérieur ne divulgua jamais. Sélection qui privilégia les techniciens possédant des connaissances archéotèques et les scribes ayant mémorisé des fragments d'archives interdites, valeur accordée à l'information plutôt qu'à la vie brute dans une équation utilitariste qui ne tolérait aucun sentimentalisme face à la réalité des capacités de transport limitées. La surface planétaire observée durant les dernières heures avant translation Warp montrait une transformation achevée, les structures urbaines ayant entièrement disparu sous une couverture organique qui pulsait encore malgré l'absence d'atmosphère respirable, preuve que la biomasse tyrannide avait atteint un stade d'adaptation lui permettant de survivre dans le vide spatial sans support environnemental externe. Évolution qui validait les théories les plus pessimistes du Magos Biologie, suggérant que les flottes ruches ne constituaient pas une invasion au sens militaire, mais une transition écologique irréversible, convertissant les mondes vivants en substrats pour une forme de vie transcendant les catégories biologiques terrestres. La quarantaine d'un système stellaire ne consistait pas simplement en interdiction de transit, mais en effacement cartographique, suppression délibérée de toute référence navigationnelle permettant aux vaisseaux de localiser les coordonnées spatiales du secteur condamné dans les cartes Warp utilisées par les navigateurs pour guider leur transit à travers l'immatérium. Cette procédure requérait l'intervention directe de l'Adeptus Administratum, dont les scribes parcoururent les archives de milliers de mondes pour identifier et détruire chaque document mentionnant Caliban Secundus. Tâche rendue complexe par la prolifération bureaucratique impériale qui avait généré durant 8 siècles de colonisation des millions de formulaires de recensement, manifestes commerciaux, rapports ecclésiastiques et registres généalogiques dispersés à travers une douzaine de secteurs adjacents. Les équipes d'inquisition déployées pour superviser cette purge découvrirent que certaines références au système avaient été incorporées dans des litanies religieuses récitées quotidiennement par des milliards de fidèles, nécessitant la réécriture de textes liturgiques et la rééducation de populations entières sous peine d'hérésie pour quiconque persisterait à prononcer les anciens noms sacrés. Opération de modification culturelle dont l'ampleur dépassait celle de campagnes militaires conventionnelles et mobilisa des ressources équivalentes à la reconstruction de 3 mondes ruches dévastés. Les balises de navigation Warp qui avaient guidé les vaisseaux vers Caliban Secundus depuis l'âge des luttes furent désactivées non par extinction simple, mais par reprogrammation malveillante. Leurs émissions modifiées pour diffuser des avertissements psychiques directement dans l'esprit des navigateurs, approchant le secteur, vision cauchemardesque d'une intensité calibrée pour provoquer une répulsion instinctive
sans révéler la nature exacte du danger, technique développée durant l'hérésie d'Horus pour sceller les routes vers les mondes tombés sous domination chaotique. Les technoprêtres chargés de cette reprogrammation rapportèrent des anomalies troublantes. Les esprits machines des balises, manifestant ce qui semblait être une résistance consciente aux modifications. Certaines unités refusant d'accepter les nouveaux protocoles jusqu'à ce que leur cœur cogitateur soit physiquement détruit et remplacé. Phénomène que le culte Mechanicus attribua à une corruption par scrapcode tyrannide, ayant infiltré les systèmes par transmission radio durant les dernières phases de l'invasion. Preuve que la flotte ruche possédait des capacités d'interférence technologique jamais documentées dans les confrontations précédentes avec cette espèce, Xenos. L'espace orbital autour de ce qui avait été Caliban Secundus demeura occupé par la biomasse tyrannide durant les mois suivant le retrait impérial. Les bionavires ne cherchant apparemment pas à poursuivre les forces en fuite, mais continuant leur œuvre de consommation planétaire avec une méthodologie qui évoquait moins un comportement prédateur qu'un processus industriel à grande échelle. Les sondes automatiques déployées en observation furtive, depuis la périphérie du système, transmirent des images montrant la surface planétaire progressivement dépouillée de sa biomasse, les organismes tyrannides récoltant systématiquement toute matière organique qu'ils avaient eux-mêmes générée durant l'invasion, laissant derrière eux une croûte minérale stérile dépourvue de toute trace atmosphérique et marquée uniquement par des cicatrices géologiques où s'étaient trouvées les cités ruches. Cette phase d'extraction dura exactement 47 jours terrestres, standard, avant que les bionavires n'entament leur départ, non par translation warp conventionnelle, mais par accélération subluminique, vers la limite du système où ils disparurent, dans une déchirure spatiale qui se referma sans laisser de signature gravitationnelle résiduelle, sortie si propre qu'elle suggérait une compréhension des mécaniques de translation supérieure à celle des navigateurs humains, formés durant des millénaires d'expérimentation empirique. L'analyse spectrographique de la planète abandonnée révéla des anomalies qui défièrent toute explication scientifique orthodoxe. La composition chimique de la croûte ayant été altérée au niveau atomique, avec une redistribution des isotopes lourds vers les strates supérieures, et un appauvrissement en éléments radioactifs, suggérant que les tyrannides avaient extrait non seulement la biomasse, mais également des minéraux spécifiques selon des critères de sélection, impliquant une sophistication métallurgique inexplicable chez des organismes biologiques. Le Magos Explorator Theta 7 Gamma proposa la théorie hérétique que la flotte ruche ne constituait pas une entité purement biologique, mais une symbiose entre matière vivante et technologie si avancée qu'elle demeurait indiscernable de processus naturels pour les instruments de détection impériaux, hypothèse qui lui valut une censure immédiate, et le transfert vers un poste d'observation pénitentiaire dans le Segmentum Pacificus, où ses recherches furent classifiées sous sceau d'inquisition. Les échantillons de roches prélevés par serviteurs sondes montrèrent des structures cristallines artificielles invisibles à l'œil nu, mais révélées par microscopie électronique, arrangements moléculaires formant des motifs géométriques répétitifs dépourvus de fonctions apparentes, mais dont la complexité suggérait un encodage d'informations à échelle nanométrique, possibilité que la flotte ruche avait inscrit dans la matière planétaire elle-même, des archives de son passage, ou des instructions destinées aux essaims futurs qui découvriraient ce monde stérilisé. Le cercle intérieur des Dark Angels réunit un conclave extraordinaire dans les profondeurs de la roque pour débattre des implications théologiques et stratégiques de Caliban Secundus. Sessions dont les minutes demeurèrent scellées, mais dont les participants émergèrent avec une expression que les frères de bataille décrivirent comme mélange de résolution durcie et d'inquiétude métaphysique rarement observée chez des guerriers accoutumés aux horreurs de 40 millénaires de guerre galactique. Les délibérations aboutirent à la décision de ne jamais mentionner publiquement la bataille dans les annales du chapitre, effacement qui s'étendait même aux registres internes consultables par les frères ordinaires, restriction de l'information aux seuls membres du cercle et à leurs successeurs désignés selon les protocoles d'initiation secrets hérités du primarque disparu. Cette dissimulation ne visait pas à cacher une défaite, mais à prévenir la diffusion de connaissances considérées comme spirituellement contaminantes
reconnaissance implicite que certaines vérités concernant la nature de l'ennemi Xénos possédaient un pouvoir corrosif sur la foi impériale comparable à celui des révélations chaotiques, équivalence troublante qui suggérait que les tyrannides représentaient une menace non seulement militaire, mais ontologique, remettant en question les fondements mêmes de la cosmologie théologique sur laquelle reposait l'impérium. Les survivants civils évacués de Caliban Secundus furent dispersés à travers 27 mondes différents avec interdiction formelle de se regrouper ou de communiquer entre eux, mesures présentées comme précautions sanitaires contre d'éventuelles contaminations génétiques résiduelles, mais servant principalement à fragmenter la mémoire collective de l'invasion en récits individuels isolés, dépourvus de cohérence narrative, susceptibles de se cristalliser en légendes ou mythes populaires. Les commissaires affectés à la surveillance de ces populations rapportèrent une incidence anormalement élevée de cauchemars partagés parmi les réfugiés, rêves décrivant avec des détails identiques des événements que les dormeurs n'avaient pas personnellement vécus, comme si l'expérience traumatique s'était imprimée dans une mémoire collective, transcendant les consciences individuelles, phénomène que les psycheurs sanctionnés attribuèrent à une résonance psychique résiduelle de l'esprit ruche tyrannide, ayant marqué les âmes humaines, exposées à sa proximité d'une empreinte indélébile, survivant à la séparation physique de sa source. Les archives de colonisation impériale constituaient un labyrinthe bureaucratique s'étendant sur des millénaires d'accumulation administrative, chaque monde conquis ou redécouvert durant la Grande Croisade, ayant généré des volumes de documentation suffisants pour remplir des bibliothèques entières. Textes recopiés manuellement par des armées de scribes dont l'existence se consumait dans la transcription de formulaires que personne ne consulterait jamais, mais dont la préservation demeurait obligation sacrée selon les décrets du Divisio Administratum. La radiation complète de Caliban, Secundus de ces registres, nécessitait l'identification de millions de références dispersées à travers des dépôts situés sur des centaines de planètes. Tâche compliquée par l'absence de catalogage centralisé et la propension des bureaucrates impériaux à créer des copies redondantes selon des protocoles variant d'une juridiction à l'autre, sans coordination supérieure. Les équipes d'archivistes déployées pour cette purge découvrirent que certains documents mentionnant le système avaient été incorporés dans des traités commerciaux toujours actifs, régulant les tarifs douaniers entre secteurs adjacents, obligeant la renégociation d'accords économiques affectant des milliards de transactions quotidiennes, perturbation qui provoqua des fluctuations de prix sur les marchés interstellaires suffisamment importantes pour déclencher des émeutes de subsistance sur 3 mondes ruches dont les populations ne comprenaient pas pourquoi le coût des denrées alimentaires de base avait soudainement doublé. Les cartographes stellaires du Navis Nobilité opposèrent une résistance bureaucratique à l'effacement des routes warp, traversant le secteur de Caliban Secundus, arguant que la suppression de ces données navigationnelles créerait des zones d'incertitude dans leurs cartes qui augmenteraient les risques de translation défectueuse pour les vaisseaux navigants dans les régions adjacentes, objection fondée sur des considérations techniques légitimes, mais reflétant également la mentalité conservatrice d'une institution vieille de 10 000 ans dont les membres considéraient leurs cartes comme héritage sacré, ne pouvant être modifiées sans justification théologique exhaustive. Le compromis négocié impliqua le remplacement des coordonnées précises de Caliban Secundus par des désignations cryptiques référençant une zone de tempête warp permanente, fiction cartographique qui préservait la continuité topologique des routes commerciales tout en décourageant toute investigation du secteur réel, mensonge technique qui serait maintenu jusqu'à ce que toutes les générations de navigateurs ayant personnellement visité le système soient mortes et remplacées par des successeurs ne connaissant que les cartes falsifiées. Cette transition générationnelle nécessiterait environ 2 siècles, durant lesquels les autorités impériales devraient surveiller constamment les vieux navigateurs susceptibles de révéler par inadvertance l'existence du système perdu lors de conversations privées ou enseignements traditionnels transmis aux apprentis, monitoring qui s'étendait jusqu'à l'implantation de serviteurs espions dans les quartiers résidentiels des maisons de navigateurs les plus influentes. Les implications stratégiques de la perte de Caliban Secundus s'étendaient au-delà de la simple disparition d'un monde colonisé.
le système ayant servi de nœud logistique pour les flottes de ravitaillement alimentant 14 secteurs militarisés le long de la frontière orientale du Segmentum Obscurus, position dont l'abandon forçait la reconfiguration complète des chaînes d'approvisionnement soutenant 300 000 régiments de la garde impériale stationnés dans des zones de conflit actifs contre des incursions orques et des raids pirates. Les planificateurs du Departamento Munitorum calculèrent que le réacheminement des convois de ravitaillement par des routes alternatives augmenterait les délais de livraison de 40% en moyenne. Retard se traduisant par des pénuries d'équipements et de munitions qui affaibliraient la capacité opérationnelle des forces impériales précisément au moment où les rapports d'intelligence suggéraient une intensification de l'activité Xénos dans les secteurs adjacents, coïncidence qui alimenta les théories selon lesquelles les tyrannides possédaient une compréhension stratégique de l'infrastructure logistique impériale et ciblaient délibérément les mondes dont la destruction provoquerait des effets en cascade disproportionnés par rapport à leur valeur intrinsèque. Les inquisiteurs de l'Ordo Xénos convoquèrent un symposium secret sur le monde forteresse de Cypramundi pour analyser les données recueillies durant la campagne, réunion rassemblant les plus éminents xénobiologistes et tacticiens anti-tyrannides de l'Imperium dans une forteresse souterraine protégée par des champs de stasis temporelle et des escouades entières de Grey Knights déployées pour garantir qu'aucune contamination génétique ou psychique ne pourrait s'échapper de l'assemblée. Les présentations révélèrent des divergences fondamentales d'interprétation concernant la nature de la menace tyrannide. Certains savants maintenant la position orthodoxe que les flottes ruches constituaient simplement des prédateurs galactiques opérant selon des instincts biologiques amplifiés, tandis qu'une faction minoritaire mais croissante arguait que les comportements observés à Caliban Secundus démontraient une intelligence stratégique et une capacité d'apprentissage, suggérant que l'esprit ruche possédait une conscience sapiente, comparable à celle des espèces civilisées, hypothèse rejetée par la majorité comme anthropomorphisme dangereux, mais impossible à réfuter entièrement, face aux preuves documentées d'adaptation tactique en temps réel et d'exploitation délibérée des vulnérabilités psychologiques humaines. Le débat le plus contentieux concernait les implications des hybridations génétiques découvertes dans les profondeurs de Hive Primus, organisme combinant matériel génétique humain et tyrannide, dans des configurations qui violaient les lois biologiques établies régissant la compatibilité reproductive entre espèces évolutivement distinctes. L'existence même de ces créatures soulevait des questions théologiques que l'ecclésiarchie refusait d'aborder publiquement, notamment si des entités possédant des génomes partiellement humains conservaient une âme aux yeux de l'empereur ou constituaient des abominations dépourvues de toute valeur spirituelle, méritant uniquement l'extermination sans considération morale. Cette ambiguïté métaphysique avait des ramifications pratiques considérables pour les politiques de purge appliquées au monde partiellement contaminé, où des populations entières pouvaient porter des modifications génétiques subtiles invisibles sans analyse chromosomique approfondie, créant des situations où l'éradication complète de toute trace tyrannide nécessiterait le génocide de milliards d'humains, apparemment normaux, mais biologiquement compromis selon des critères que même les magosbiologies ne pouvaient définir avec certitude absolue. Les conclusions du symposium, telles que transmises aux plus hautes autorités impériales, recommandèrent l'établissement d'un périmètre d'exclusion de 50 années-lumière autour de l'ancien emplacement de Caliban Secundus, zone où tout trafic spatial serait interdit sous peine de destruction immédiate sans avertissement. Mesure justifiée par la possibilité que des spores tyrannides demeurent viables dans l'espace interstellaire durant des siècles en stasis métabolique, attendant qu'un vaisseau imprudent les transporte vers des mondes vierges. Cette quarantaine étendue sacrifiait effectivement 23 systèmes habités qui se trouvaient à l'intérieur du périmètre. Monde coupé de tout contact extérieur et condamné à une dégénération civilisationnelle lente, faute d'accès aux ressources et technologies que seul le commerce interstellaire pouvait fournir. Sentence de mort différée pour des populations totalisant 8 milliards d'âmes qui ignoreraient pendant des générations pourquoi les vaisseaux de ravitaillement avaient cessé d'arriver et attribueraient probablement leur abandon
à quelques transgressions théologiques plutôt qu'à des calculs utilitaristes. Le Liber Malefactorum du chapitre des Dark Angels occupait une chambre scellée dans les niveaux les plus profonds de la roque, crypte dont l'existence demeurait inconnue de tous, sauf des membres du cercle intérieur et de quelques interrogateurs chapelains ayant prouvé leur loyauté absolue à travers des décennies de service sans faille dans la traque des déchus. Les murs de cette salle portèrent les noms de toutes les batailles que le chapitre avait choisi de ne jamais commémorer publiquement. Engagement où la victoire s'était révélée indiscernable de la défaite, ou dont les circonstances contenaient des vérités trop corrosives pour être partagées même avec les frères de bataille ordinaires, archives de honte secrètes et de compromis tactiques violant l'esprit, sinon la lettre du Codex Astartes. L'inscription concernant Caliban Secundus fut gravée non dans la pierre, mais dans des plaques d'adamantium noir forgées spécifiquement pour cette commémoration négative. Métal traité par des rituels d'oblitération visant à garantir que même si la roque elle-même était détruite, les fragments survivants ne révéleraient rien de lisible aux profanes découvrant ces débris dans quelque avenir lointain. Le texte gravé ne décrivait pas les événements militaires, mais seulement leurs conséquences métaphysiques. Notation cryptique référençant l'échec du chapitre à protéger une population impériale, non pas contre la mort physique, inévitabilité acceptable dans la logique de guerre perpétuelle, mais contre une forme de dissolution ontologique où la distinction entre humanité et xénos s'était effacée au niveau cellulaire avant que la purge finale ne puisse être administrée. La cérémonie d'inscription réunit les 10 membres du cercle intérieur dans un silence absolu rompu uniquement par le grattement du burin mécanique, traçant les caractères gothiques anciens selon une calligraphie si dense que chaque ligne nécessitait 1 heure complète de gravure minutieuse. Le maître de chapitre, Azraël, supervisa personnellement l'opération, présence inhabituelle pour une tâche normalement déléguée aux scribes serviteurs, mais jugée nécessaire étant donné la nature de ce qui était commémoré. Son regard fixé sur les lettres émergentes, comme s'il cherchait à déchiffrer dans leur formation progressive une signification cachée que les mots eux-mêmes ne pouvaient transmettre explicitement. Les autres membres observaient selon une disposition circulaire, rappelant les formations rituelles utilisées lors des interrogatoires des déchus, géométrie spatiale chargée de symbolisme théologique, suggérant que l'inscription elle-même constituait une forme d'aveu collectif ou de pénitence pour des péchés, commis non par action, mais par impuissance, face à des forces transcendant les catégories tactiques, pour lesquelles le chapitre avait été créé 10 millénaires auparavant. Lorsque la gravure fut achevée, le grand maître du Ravenwing récita une litanie de bannissement empruntée aux textes les plus anciens du chapitre, prières dont les origines remontaient au jour immédiatement suivant la disparition du primarque et qui n'avaient été prononcées que 7 fois dans toute l'histoire documentée des Dark Angels, toujours en contexte de catastrophe si profonde qu'elle menaçait l'identité spirituelle même du chapitre plutôt que simplement sa capacité opérationnelle. Les mots de cette litanie ne demandaient pas la victoire future, ni la rédemption des échecs passés, mais seulement la force de continuer à porter le fardeau de connaissances que nul autre chapitre Space Marine ne pourrait comprendre sans partager l'héritage maudit de Caliban originel, planète détruite durant l'hérésie d'Horus, dans des circonstances que même 10 000 ans de recherche historique n'avaient jamais entièrement élucidées. L'invocation de ce parallèle entre Caliban Primus et Caliban Secundus n'était pas accidentelle, plusieurs membres du cercle ayant noté durant les délibérations préliminaires que la répétition du nom géographique pourrait indiquer non pas une coïncidence, mais une malédiction récurrente liée à l'essence même du chapitre. Théorie mystique rejetée par les esprits plus pragmatiques, mais impossible à dissiper entièrement face à l'accumulation de coïncidences troublantes dans l'histoire millénaire des Fils du Lion. La plaque, une fois scellée, devint interdite d'accès même aux membres du cercle intérieur, sauf convocation spécifique du maître de chapitre, durant les conclaves décennaux où les stratégies à long terme étaient réévaluées. Moment où les leçons des catastrophes passées informaient les décisions concernant l'allocation des ressources et la priorisation des menaces xénos dans un contexte galactique
où les Dark Angels devaient équilibrer leurs obligations officielles envers l'Imperium avec leur quête secrète de rédemption à travers la capture des déchus. Caliban Secondus s'inscrivait dans ces délibérations comme exemple paradigmatique d'une classe de conflit où la doctrine militaire conventionnelle se révélait inadéquate, non par défaillance tactique, mais par inadéquation ontologique. Situation où l'ennemi opérait selon des principes si fondamentalement étrangers à la cosmologie impériale que toute tentative de les combattre avec les armes et stratégies standards équivalait à utiliser des épées contre des concepts abstraits, inefficacité qui forçait la reconnaissance douloureuse que certaines menaces ne pouvaient être vaincues, mais seulement endiguées temporairement au prix de sacrifices disproportionnés. Les rapports confidentiels transmis au haut commandement impérial sur Terra omettaient délibérément les détails les plus troublants de la campagne, présentant Caliban Secondus comme victoire stratégique acquise par sacrifice tactique acceptable, plutôt que comme révélation terrifiante de vulnérabilité existentielle dans la structure défensive de l'Imperium. Cette falsification n'était pas motivée par désir de préserver la réputation du chapitre, mais par calcul que la vérité complète, si diffusée à travers les échelons bureaucratiques impériaux, provoquerait des réactions paniques conduisant à des réallocations massives de ressources militaires vers des stratégies anti-tyrannides au détriment d'autres fronts également critiques, déséquilibre qui pourrait paradoxalement affaiblir la posture défensive globale de l'Imperium, en concentrant excessivement les forces contre une menace unique parmi des centaines menaçant simultanément la survie de l'humanité galactique. Les Dark Angels assumaient ainsi la responsabilité de filtrer l'information, selon leur jugement de ce que les autorités impériales devaient savoir. Arrogance qui aurait été considérée comme hérésie si exercée par toute autre institution, mais que le chapitre justifiait par référence à son statut de première légion et aux obligations spéciales découlant de cette primogéniture historique. Les cycles suivant l'inscription virent une modification subtile dans les priorités opérationnelles du chapitre, augmentation mesurable du temps et des ressources consacrées à l'étude des tactiques anti-tyrannides et au développement d'armements spécialisés contre les organismes à haut degré d'adaptation biologique, évolution doctrinale, qui ne fut jamais formellement annoncée, mais se manifesta progressivement à travers les décisions d'approvisionnement et les programmes d'entraînement privilégiant les scénarios d'infestation planétaire sur les engagements anti-chaos qui avaient traditionnellement dominé les exercices tactiques. Cette réorientation stratégique demeurait imperceptible pour les observateurs externes, mais constituait pour les initiés du cercle intérieur reconnaissance implicite que Caliban Secondus avait révélé une vérité que le chapitre ne pouvait plus ignorer, acceptation que dans la galaxie du 41e millénaire, l'ennemi le plus redoutable n'était peut-être pas celui qui corrompait l'âme, mais celui qui dissolvait les frontières biologiques séparant l'humain du non-humain, menace contre laquelle ni la foi ni la bravoure ne constituaient défense suffisante sans compréhension scientifique approfondie des mécanismes génétiques sous-tendant l'assimilation tyrannide. Les décennies suivant la radiation de Caliban Secondus virent l'émergence de récits apocryphes dans les bas-fonds de dizaines de mondes ruches, histoires murmurées dans les tavernes clandestines des niveaux inférieurs où les autorités ecclésiastiques n'exerçaient qu'un contrôle nominal et où les populations ouvrières transmettaient des légendes interdites avec la même ferveur que les hymnes impériaux officiels. Ces narrations fragmentaires décrivaient un monde perdu, dont le nom variait selon les versions, mais dont les caractéristiques demeuraient étrangement cohérentes. Planète dévorée non par la guerre conventionnelle, mais par une transformation progressive, où les distinctions entre vivants et morts, organiques et minérales, humains et aliens, s'étaient effacées jusqu'à ce que la réalité physique elle-même devienne indéchiffrable selon les catégories perceptuelles ordinaires. Les arbitrateurs, chargés de réprimer ces récits, constatèrent que leur suppression violente ne faisait qu'amplifier leur diffusion. Chaque exécution publique de compteurs, transformant les victimes en martyrs, dont les dernières paroles étaient mémorisées et répétées avec une fidélité, suggérant que les populations attachaient à ces histoires une valeur spirituelle transcendant leur véracité factuelle, phénomène que les théologiens impériaux attribuèrent à un besoin psychologique
de métaphores, pour des angoisses existentielles que la doctrine officielle ne reconnaissait pas comme légitimes. Les versions les plus élaborées de ces légendes incluaient des détails qui ne pouvaient provenir que de témoins directs, descriptions de cieux obscurcis par des membranes vivantes et de sols se transformant en chair pulsante qui correspondaient avec une précision troublante aux rapports classifiés que seuls les membres de l'Inquisition et les hauts officiers militaires avaient théoriquement accès. Cette fuite d'informations suggérait soit une compromission sécuritaire massive au sein des institutions impériales, soit, hypothèse plus inquiétante, l'existence d'un mécanisme de transmission mnésique inconnu permettant aux expériences vécues sur Caliban Secondus de s'imprimer directement dans l'inconscient collectif humain sans passage par les canaux de communication conventionnels. Les psychers sanctionnés interrogés sur cette possibilité évoquèrent avec réticence les théories hérétiques concernant la noosphère, concept selon lequel toutes les consciences humaines participeraient d'un réseau psychique subtil imperceptible à la perception ordinaire, mais devenant détectable lors d'événements traumatiques d'intensité suffisante pour créer des résonances se propageant à travers la galaxie indépendamment de la distance physique, mécanisme qui expliquerait comment des populations, n'ayant jamais quitté leur monde natal, pouvaient posséder des connaissances précises concernant des catastrophes survenues à des milliers d'années-lumière. Les tentatives officielles de contre-narration échouèrent systématiquement. Les versions autorisées présentant Caliban Secondus comme simple victoire militaire contre une incursion xénos mineure manquant de la résonance émotionnelle nécessaire pour supplanter les récits populaires qui transformaient l'événement en parabole métaphysique sur la fragilité de la forme humaine et l'arbitraire des frontières séparant l'identité du néant. Cette dimension mythologique révélait, selon certains analystes de l'Ordo Hereticus, une faille profonde dans l'idéologie impériale. Incapacité structurelle du culte de l'empereur à fournir des cadres conceptuels permettant aux populations d'intégrer psychologiquement la nature réelle de la menace tyrannide sans sombrer dans le désespoir nihiliste ou la fascination morbide, défaillance qui laissait un vide spirituel que les hérésies diverses exploitaient en proposant des cosmologies alternatives où l'assimilation par les Kysénos apparaissait comme transcendance plutôt que comme annihilation. Les purges lancées pour éradiquer ces cultes déviants découvrirent des communautés entières vivant dans les interstices des cités ruches où elles pratiquaient des rituels d'automutilation visant à brouiller leurs marqueurs génétiques humains. Croyances délirantes que l'altération volontaire de leur biologie les rendrait invisibles aux organismes tyrannides, ou peut-être dignes d'incorporation dans l'esprit ruche comme contributeurs conscients plutôt que comme biomasse passive. Les Dark Angels maintinrent une surveillance discrète sur la propagation de ces narratifs, déployant des informateurs au sein des populations suspectes et infiltrant les cercles de conteurs pour cartographier les réseaux de transmission orale, opération qui révéla que plusieurs des récits les plus détaillés provenaient de sources affirmant avoir reçu leurs informations par rêves récurrents, où des voix inhumaines leur enseignaient des vérités interdites sur la nature de la vie et de la conscience. L'interrogation de ces individus sous supervision psychique détecta des anomalies neurologiques subtiles, patterns d'activation synaptique ne correspondant à aucune configuration mentale humaine normale, mais évoquant les tracés bioélectriques observés dans les échantillons de tissus nerveux tyrannides, préservés pour analyse scientifique. Similitude qui soulevait la possibilité terrifiante que l'exposition à l'esprit ruche, même à distance et pour des durées limitées, pouvait induire des modifications permanentes dans l'architecture cognitive humaine, créant des canaux de réception pour des transmissions xénos continues longtemps après la fin du contact physique avec les organismes sources. Cette découverte motiva la révision des protocoles de quarantaine post-exposition appliqués aux forces impériales ayant combattu les tyrannides. Nouvelle directive exigeant non seulement l'examen médical des survivants, mais également des tests psychiques approfondis, recherchant des signatures mentales aberrantes, qui pourraient indiquer une contamination cognitive, plutôt que biologique. L'application rétrospective de ces critères aux vétérans de Caliban Secondus, encore en service actif, révéla un taux d'anomalie de 47%, proportion suffisamment élevée pour déclencher une investigation formelle par le cercle intérieur
cherchant à déterminer si ces modifications représentaient une menace sécuritaire, justifiant l'élimination préventive des individus affectés, ou simplement des adaptations neuroplastiques bénignes résultant de l'exposition à des stimuli cognitifs extrêmes. Le débat opposa les pragmatistes, arguant que tout risque de compromission méritait l'application du principe de précaution absolue contre les théologiens, soulignant que l'exécution de centaines de Space Marines loyaux sur la base de critères psychiques ambigus établirait un précédent dangereux, transformant le chapitre en inquisiteur de ses propres rangs, selon des standards de pureté impossibles à satisfaire, dans un univers où tout contact avec le Xénos laissait des traces indélébiles dans la psyché des combattants. La résolution adoptée établit un compromis précaire, vétérans suspects assignés à des rôles non opérationnels, où leur expertise pouvait être exploitée sans leur accorder l'accès aux informations classifiées ou aux zones sensibles de la ROC semi-quarantaine, qui préservaient leur vie tout en neutralisant leur potentiel comme vecteur de contamination cognitive. Ces guerriers acceptèrent leur relégation avec une résignation, suggérant qu'ils comprenaient intuitivement les raisons sous-tendant cette décision, même si les justifications officielles demeuraient délibérément vagues, silence partagé, qui créait entre eux une fraternité non reconnue de témoins, marquée par des expériences qu'ils ne pouvaient articuler sans violer les restrictions sécuritaires, mais qui les séparaient irrémédiablement de leurs frères, n'ayant jamais affronté l'abîme conceptuel que représentait Caliban Secundus. Les archives stellaires du Navis Nobilite contenaient des cartes dont l'ancienneté remontait aux premiers jours de l'âge des luttes, documents préservés à travers 20 millénaires de catastrophes galactiques et transmis de génération en génération, de navigateurs comme héritage sacré surpassant en valeur toutes les richesses matérielles que leur maison accumulaient. Ces cartes enregistraient non seulement les coordonnées spatiales conventionnelles, mais également les topographies du warp lui-même, notation des courants immatériums et des anomalies gravitationnelles psychiques que seul l'œil du navigateur pouvait percevoir, savoir empirique accumulé au prix de millions de vies perdues, dans des translations défectueuses durant les ères où l'humanité réapprenait douloureusement l'art du voyage superluminique. La suppression de Caliban Secundus nécessitait la modification de ces documents ancestraux, sacrilèges, qui heurtaient les sensibilités les plus profondes d'une caste définissant son identité par la préservation inaltérée des connaissances navigationnelles. Résistance qui ne céda qu'après des négociations prolongées, durant lesquelles les représentants impériaux durent invoquer des prérogatives d'autorité remontant aux édits personnels de l'empereur durant la Grande Croisade, textes légaux si anciens que leur simple mention suffisait à glacer toute opposition formelle, même si les ressentiments demeuraient de vifs sous le vernis de l'obéissance protocolaire. Les navigateurs les plus âgés ayant personnellement guidé des vaisseaux vers Caliban Secundus posaient un problème distinct, leurs mémoires édétiques contenant des cartes mentales du secteur qui ne pouvaient être effacées par simple destruction de documents physiques. Les solutions envisagées incluaient l'assignation de ces individus à des routes commerciales si éloignées du secteur problématique qu'ils n'auraient jamais l'occasion de révéler leurs connaissances, ou dans les cas extrêmes, l'administration de drogues psychotropes induisant des amnésies ciblées, détruisant sélectivement les souvenirs liés à des coordonnées spatiales spécifiques sans compromettre les autres compétences navigationnelles. Cette dernière option présentait des risques considérables, les processus mnésiques des navigateurs étant si intriqués avec leur capacité de perception warp qu'aucun magos biologie ne pouvait garantir que l'effacement chirurgical de certaines mémoires ne provoquerait pas des dommages collatéraux imprévisibles, possibilité de transformer des maîtres navigateurs en légumes neurologiques, justifiant la préférence pour l'approche conservatrice de l'isolement géographique plutôt que l'intervention médicale radicale. Quelques navigateurs choisirent une troisième voie, retraite volontaire dans les monastères contemplatifs, que certaines maisons maintenaient sur des lunes désolées, où les anciens pouvaient passer leurs dernières décennies en méditation silencieuse loin des routes commerciales et des intrigues politiques. Ces exils auto-imposés étaient présentés comme choix spirituels, motivés par désir de transcendance mystique, fiction pieuse que tous acceptaient,
sans l'examiner trop attentivement puisqu'elle résolvait élégamment le problème sécuritaire tout en préservant l'honneur des individus concernés. Les visiteurs occasionnels de ces monastères rapportèrent que les reclus passaient des heures à dessiner des cartes de systèmes inexistants dans les marges de leurs textes religieux, cartographies obsessionnelles de lieux qu'ils ne pouvaient nommer, mais dont la géométrie psychique demeurait gravée dans leurs esprits avec une clarté défiant l'érosion temporelle, comportement interprété par les observateurs charitables comme manifestation de sénilité, mais reconnu par les initiés comme témoignage muet de vérité, que même le silence ne parvenait pas entièrement à supprimer. La falsification cartographique elle-même nécessita des compétences techniques que peu de scribes possédaient, modifications devant être suffisamment subtiles pour ne pas alerter les navigateurs expérimentés d'une intervention grossière, tout en étant assez complètes pour détourner efficacement les routes commerciales loin du secteur interdit. Les cartographes choisis pour cette tâche appartenaient à une guilde secrète au sein du Navis Nobilite, dont l'existence n'était reconnue par aucun document officiel, mais que tous les membres de la caste connaissaient. Organisation informelle de faussaires et de révisionnistes historiques, employés pour harmoniser les cartes contradictoires héritées de différentes époques et pour effacer les traces de scandales dynastiques ou d'erreurs navigationnelles catastrophiques que les maisons préféraient oublier. Ces artisans travaillèrent durant 3 années standards pour tisser le mensonge de la tempête warp permanente à travers les strates multiples de documentation, introduisant graduellement des références à une zone d'instabilité dans des textes datant apparemment de plusieurs siècles avant la catastrophe réelle, antédatation créant l'illusion que le secteur avait toujours été problématique et que Caliban Secundus n'avait jamais représenté qu'une colonisation téméraire dans une région notoirement dangereuse, inévitablement vouée à la destruction. Cette réécriture historique rencontra des résistances inattendues de la part des savants impériaux non affiliés au Navis Nobilite, archivistes et chroniqueurs, dont les propres documents contredisaient la nouvelle narration et qui défendaient jalousement l'intégrité de leur collection contre ce qu'ils percevaient comme vandalisme bureaucratique. Les confrontations aboutirent dans plusieurs cas à l'intervention directe de l'Inquisition, équipe armée scellant des bibliothèques entières et confisquant des volumes qui ne seraient jamais restitués, actes d'autorité brute qui laissèrent des cicatrices institutionnelles profondes dans les communautés savantes et alimentèrent des rumeurs selon lesquelles l'impérium lui-même falsifiait délibérément l'histoire pour des raisons que nul extérieur au cercle de pouvoir les plus élevés ne comprenait pleinement. Ces suspicions n'étaient pas entièrement erronées, mais demeuraient suffisamment vagues pour être noyées dans le bruit de fond perpétuel de théories conspirationnistes circulant toujours dans les milieux académiques. Impossibilité de distinguer vérité de paranoïa, servant paradoxalement les intérêts des autorités, en créant un environnement informationnel où toute révélation authentique pouvait être rejetée comme délire d'érudit marginal. Les conséquences économiques de la radiation devinrent apparentes progressivement sur plusieurs décennies, tandis que les anciennes routes commerciales traversant le secteur de Caliban Secundus dépérissaient faute de trafic, stations spatiales autrefois prospères se transformant en épaves abandonnées, dérivant dans le vide, et mondes entrepôts perdant leur raison d'être alors que les convois adoptèrent des trajectoires, évitant désormais la région entière. Ces pertes matérielles ne furent jamais comptabilisées officiellement, les administrateurs impériaux préférant attribuer le déclin économique à des fluctuations cycliques normales du commerce interstellaire plutôt qu'admettre qu'une décision politique unique avait précipité l'appauvrissement de secteurs entiers. Les populations affectées ignoraient les véritables raisons de leur misère croissante, certaines développant des cultes cargo, attendant le retour de navires qui ne viendraient jamais. Rituel pathétique que les missionnaires visitant ces mondes oubliés observaient avec un mélange de pitié et d'exaspération, sans jamais révéler que l'abandon n'était pas temporaire mais définitif et délibéré. Les siècles s'écoulèrent selon le rythme implacable de la guerre galactique perpétuelle, Caliban Secundus devenant progressivement une référence cryptique dans les délibérations stratégiques du cercle intérieur, plutôt qu'une mémoire vive, transformation de l'expérience traumatique en précédent doctrinal, que les générations successives de Dark Angels invoquaient sans nécessairement comprendre
la totalité de ses implications historiques. Les chambres scellées de la roque contenaient désormais des strates d'archives superposées, chaque couche documentant une catastrophe distincte dans l'histoire millénaire du chapitre. Accumulation géologique de honte et de sacrifices formant un substrat de connaissances secrètes, sur lequel reposait l'identité spirituelle des fils du lion. La plaque d'adamantium noir gravée au nom de Caliban Secundus occupait une position intermédiaire dans cette stratigraphie, ni suffisamment ancienne pour avoir acquis la patine mythologique des événements datant de l'hérésie, ni assez récente pour conserver la charge émotionnelle immédiate des tragédies contemporaines, statut ambigu qui reflétait la nature même de ce qui s'était produit sur ce monde perdu, événement résistant aux catégorisations binaires entre victoire et défaite, succès tactique et échec stratégique, triomphe de la volonté impériale et révélation de son impuissance fondamentale face à certaines manifestations du Xénos. Les nouveaux initiés, admis dans le cercle intérieur après des décennies de services irréprochables, recevaient l'accès aux archives selon une séquence pédagogique soigneusement calibrée, progression commençant par les échecs mineurs et les compromis tactiques, avant d'atteindre graduellement les catastrophes existentielles comme Caliban Secundus, dont la compréhension complète nécessitait une maturation spirituelle que seules des années de méditation sur les mystères moindres pouvaient fournir. Cette initiation graduelle visait à prévenir le choc psychologique qu'induirait la révélation brutale que le chapitre avait non seulement échoué à protéger des populations impériales, mais avait assisté impuissant à leur dissolution ontologique en entités hybrides, défiant toute classification théologique, vérité corrosive qui avait brisé mentalement plusieurs frères, confrontés prématurément à ces connaissances, avant d'avoir développé les cadres conceptuels, permettant de les intégrer sans sombrer dans le désespoir nihiliste. Les interrogateurs chapelains, chargés de superviser ces initiations, rapportèrent que la lecture des documents concernant Caliban Secundus provoquait invariablement une période de retrait introspectif, durant laquelle les nouveaux initiés questionnaient les fondements mêmes de leur foi en la capacité de l'impérium à survivre dans un univers où les menaces ne se limitaient pas à la corruption spirituelle du chaos ou à la violence martiale des xénos conventionnels, mais incluaient des formes d'annihilation transcendant les catégories sur lesquelles reposait l'ensemble de la cosmologie impériale. Les techmarines du chapitre développèrent, en réponse aux leçons de Caliban, Secundus des armements expérimentaux, visant spécifiquement les organismes à haute plasticité génétique. Armes utilisant des virus synthétiques programmés pour cibler les séquences d'A, D, N, instables, caractéristiques des formes de vie tyrannides, et induire des cascades mutagènes létales, plutôt que de s'appuyer sur les méthodes balistiques ou énergétiques conventionnelles, dont l'efficacité diminuait proportionnellement à la vitesse d'adaptation des organismes cibles. Ces recherches opéraient dans une zone d'ambiguïté théologique dangereuse les techniques de manipulation génétique nécessaires pour créer de telles armes biologiques frôlant les interdictions technologiques établies durant l'âge des luttes contre précisément le type d'expérimentation qui avait provoqué les catastrophes ayant failli détruire l'humanité. Le cercle intérieur autorisa néanmoins ces travaux après délibération qui durèrent 3 mois terrestres standards, rationalisant que la nature existentielle de la menace tyrannide justifiait l'adoption de méthodes qui auraient été considérées hérétiques dans des circonstances ordinaires, décision qui établissait un précédent troublant où la fin justifiait des moyens normalement proscrits. Glissement éthique que certains membres minoritaires du cercle dénoncèrent comme amorce d'une dérive morale susceptible de transformer progressivement le chapitre en ce qu'il prétendait combattre. Les tests de ces armements biologiques nécessitaient des spécimens tyrannides vivants, exigence qui motiva l'établissement de stations de recherche fortifiées dans des systèmes isolés où des organismes capturés pouvaient être maintenus en captivité contrôlée pour expérimentation. Installations dont l'existence demeurait classifiée, même au sein du chapitre, et dont la sécurisation monopolisait des ressources disproportionnées, incluant la présence permanente d'escouades entières de Terminators prêts à purger les facilités par exterminatus interne si le moindre signe de rupture de confinement
étaient détectés. Les magos biologie, assignés à ces projets, développèrent, malgré les protocoles de sécurité draconiens, une forme de fascination morbide pour leur sujet d'étude, admiration professionnelle pour l'élégance des solutions évolutives que les tyrannides déployaient face aux défis environnementaux, appréciation esthétique de la perfection fonctionnelle incarnée dans chaque organisme, même lorsque cette perfection servait des fins horrifiantes selon les standards humains. Cette ambivalence émotionnelle inquiétait les superviseurs Chaplin, qui détectaient dans les rapports scientifiques des inflexions stylistiques suggérant une érosion progressive de la distance psychologique que les chercheurs devaient maintenir vis-à-vis de leur objet d'étude, glissement vers une empathie intellectuelle qui pourrait éventuellement compromettre leur loyauté envers l'impérium si elle évoluait vers une identification complète avec la logique biologique tyrannide. Les rares occasions où des forces Dark Angels rencontrèrent des essaims tyrannides, durant les siècles suivants, Caliban Secundus, révélèrent que les organismes manifestèrent des comportements suggérant une mémoire collective de l'engagement précédent, adaptation tactique spécifiquement calibrée pour contrer les doctrines de combat, caractéristiques du chapitre, comme si l'esprit ruche avait non seulement analysé, mais intégré dans son répertoire stratégique les leçons apprises lors de cette bataille ancestrale. Les créatures déployaient des contre-mesures préventives contre les techniques de chasse aux nœuds synaptiques développées par les Dark Angels, distribuant les fonctions de commandement à travers des réseaux redondants, rendant impossible l'identification de cibles prioritaires uniques dont l'élimination provoquerait un effondrement organisationnel. Cette évolution doctrinale démontrait que la flotte ruche ne constituait pas un adversaire statique, mais un système apprenant dont la sophistication tactique croissait proportionnellement à l'accumulation d'expériences combatives contre les forces impériales, implication terrifiante que chaque victoire contre les tyrannides contribuait paradoxalement à les renforcer en leur fournissant des données empiriques sur les capacités militaires impériales qu'ils métabolisaient en adaptation défensive pour les confrontations futures. Les projections stratégiques élaborées par les tacticiens du chapitre extrapolant ces tendances suggéraient qu'à terme, l'esprit ruche développerait une compréhension si complète des doctrines de combat Space Marine que toute confrontation directe deviendrait futile, les tyrannides anticipant et neutralisant chaque manœuvre avant son exécution grâce à des modèles prédictifs construits sur des millénaires d'observations accumulées. Cette perspective d'obsolescence militaire programmée motivait la recherche de paradigmes tactiques radicalement nouveaux qui rompraient avec les traditions codifiées dans 10 000 ans de guerre spatiale, innovation nécessitant paradoxalement l'abandon partiel des doctrines léguées par le primarque lui-même, hérésie conceptuelle que seule l'urgence existentielle rendait envisageable pour un chapitre aussi attaché à la préservation de son héritage que les Dark Angels. Les débats concernant l'équilibre entre fidélité traditionnelle et adaptation pragmatique dominèrent les conclaves du cercle intérieur durant des décennies, sans jamais atteindre de résolution définitive. Tension productive qui maintenait le chapitre dans un état de questionnement permanent, l'empêchant de sombrer dans la rigidité doctrinale, tout en préservant suffisamment de continuité avec le passé pour maintenir l'identité spirituelle qui distinguait les fils du lion de leurs chapitres successeurs. Les mondes abandonnés à l'intérieur du périmètre d'exclusion établi autour de Caliban Secundus développèrent, durant leur isolement, des cultures divergentes, populations coupées de la lumière de l'astronomicane et ignorantes des raisons de leur quarantaine, élaborant des théologies locales, expliquant leur abandon comme punition divine pour des transgressions ancestrales imaginaires, mythologies qui se cristallisèrent en systèmes de croyances rigides, générant leurs propres orthodoxies et hérésies dans un microcosme parodique de la structure religieuse impériale. Les rares sondes automatiques traversant le périmètre détectèrent des émissions radio en gothique archaïque, préservées dans des formes linguistiques datant de l'ère pré-impériale, preuve que ces civilisations isolées régressaient technologiquement tout en conservant des fragments de mémoire culturelle déformés par les siècles en légendes méconnaissables. Aucune mission de contact ne fut autorisée, ces populations demeurant condamnées à une extinction lente par dégénérescence génétique consanguine et effondrement infrastructurel,
sacrifice acceptable selon les calculs impériaux, qui valorisaient la prévention hypothétique d'une contamination tyrannide au-dessus de la préservation de quelques milliards de vies humaines marginales, dont la contribution à la puissance militaire globale de l'impérium était jugée négligeable.